présenter les micro-fronts. Donc on a essayé de rester, comment dire, pour tout public, on va dire. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, à nous arrêter même pendant les diapos pour poser des questions, il y a pas de souci, on prendra le temps de vous répondre au fur et à mesure, quoi. Du coup, les micro-fronts JS, c'est parti. Alors, on va avoir trois grandes parties en fait dans notre présentation. Du coup, première partie, ça va être une présentation générale de ce que sont les micro-fronts, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, à quoi ça peut servir. Et ensuite, on verra du coup en particulier les micro-fronts côté client. Du coup, c'est moi qui présenterai cette partie. Et ensuite, les micro-fronts côté serveur, du coup présentés par Tristan. Du coup, comment dire, ça me rappelle qu'on ne s'est pas présenté. Donc moi, je m'appelle Adam Cassir, je suis développeur du coup chez Lozi et voilà, du coup, je vais présenter les micro-fronts. Et du coup, moi je suis Tristan, donc je suis développeur plutôt même carrément back. Et bah, ça fait un moment du coup que je suis à Elosy. Merci. Donc c'est parti pour la première partie. Donc on va commencer par vous expliquer les micro-fronts, qu'est-ce que c'est. La notion de scalabilité horizontale, qui est un des gros avantages des micro-fronts, si ce n'est pas le pourquoi. Du coup, ensuite, on vous présentera les avantages, inconvénients. On passera du coup au côté CSR, SSR. Alors, c'est des acronymes bien sûr, mais du coup, c'est Client-Side Rendering et Server-Side Rendering. Donc, en fait, c'est l'utilisation des micro-fronts côté client, du coup, enfin, qui sont générés du coup côté client ou générés côté serveur. Et du coup, on finira encore par des avantages, inconvénients. Du coup, vraiment sur la partie du coup dans les micro-fronts, mais les avantages, inconvénients entre client et serveur. Hop. Alors, les micro-fronts déjà, ici on va parler d'architecture. C'est pour ça que là, la première vignette que vous voyez, c'est monolithique, enfin monolithe du coup en anglais. Les microservices, les front et le back for front, et les micro front-end. Donc là, on voit que c'est entre guillemets une évolution des architectures, et du coup, je vais vous montrer comment on a pu, enfin comment ça a évolué pour qu'on en arrive au micro front. Donc on a comment dire, une grosse évolution dans le développement par rapport aux microservices. On a découpé le back du coup en microservices. Donc ça c'est enfin, déjà la première étape, ça a été d'avoir front back et puis des applications complètement monolithiques. Ensuite du coup on a la séparation dans le back en microservices et là on en arrive avec les microfronts en fait à une séparation du coup dans le front aussi. Du coup en micro-front cette fois-ci, ce sera pas des microservices. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un micro-front? Ça va être du coup une application front mais autonome. Front et back. Front et back, voilà, qui est autonome du coup. Alors, on va le voir après. Donc délivrant un ou plusieurs composants. Chaque application a son propre cycle de vie. Donc là, je parle plus aux développeurs React Vue. C'est-à-dire que en React Vue, on va monter une application et la démonter, comment dire, quand l'application se démarre en fait. Là ici en microfront, en fait, on va pouvoir monter et démonter des applications en temps réel dans on va dire un conteneur global. Et du coup, qu'est-ce que ça nous amène cette architecture? En fait, ça va nous amener une scalabilité qui va pouvoir être horizontale. Et du coup, je vais passer sur le schéma suivant. Donc ici, vous voyez qu'on passe du coup on va dire de la situation actuelle où on a un front global avec différents microservices qui vont pouvoir communiquer avec lui. Et ici, en fait, on a un découpage qui est donc horizontal, où on va avoir un petit peu des colonnes qui vont pouvoir correspondre, on va dire, à des équipes propres au métier. Par exemple, on va avoir, admettons, le check-out, je sais plus comment on dit ça en français. Le panier, ouais. Le panier, voilà. On pourrait avoir une équipe qui est dédiée au panier et qui, du coup, va travailler sur le panier du côté front et du côté back, mais avoir une équipe qui est spécialisée sur ce domaine-là. Après, ainsi de suite. Donc, du coup, ça va être, c'est ce qu'on va voir après,
ça va être surtout intéressant pour des entreprises où il y a plusieurs équipes déjà qui travaillent sur les projets. C'est-à-dire que ça va permettre d'avoir des équipes qui sont spécialisées du back jusqu'au front et qui vont permettre de travailler indépendamment, même si elles travaillent en équipe, enfin, dans une équipe globale. Ce que ça va permettre aussi, on le verra après dans les exemples, ça va permettre d'avoir différentes stacks techniques en fait selon les microfronts. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un microfront qui est en React, un microfront qui est en Vue. On va pouvoir avoir des différences de technologie, comme en back avec les microservices. On peut avoir des technologies différentes et c'est transparent pour l'utilisateur final. Donc voilà, donc c'est une notion assez importante, la scalabilité horizontale. Et du coup, je passe le micro à Tristan. Donc voilà les avantages des microfronts. Déjà, ça colle très bien avec une organisation verticale. Donc typiquement, quand on fait du DDD, du Domain Driven Design, ça colle très bien parce qu'en fait, du coup, comme Adam disait, on peut avoir une équipe qui est responsable du panier uniquement. Elle gère tout son domaine depuis le front, le back, la BDD et éventuellement les microservices qui sont, enfin, il peut y avoir aussi des microservices qui sont derrière, qui sont un peu plus spécialisés. Ça permet d'avoir un code simple et découplé, parce qu'au lieu d'avoir une grosse appli avec tout le code qui est finalement dumpé dedans, qui commence à grossir et on commence à rajouter des ifs, etc. Là, en fait, c'est une application très simple, donc c'est assez facile de refaire un petit refacto quand ça avance. Et le code est découplé, parce que du coup, chaque microfront doit bien être indépendant, il doit pouvoir vivre tout seul, et du coup, il n'est pas dépendant de son petit copain, parce que sinon, finalement, c'est un monolithe que tu as découpé, mais si un microfront à côté ne marche plus, et du coup, ça entraîne la chute d'autres microfronts, du coup, il n'y a plus d'intérêt. Au niveau résilience, disponibilité, le côté intéressant, c'est que typiquement, si on est sur un site marchand, par exemple, chaque bout, chaque microfront qui gère un bout de HTML si on perd un microfront, on va perdre un petit bout du site. Donc peut-être que ce bout est optionnel, et dans ce cas-là, finalement, on n'a pas perdu notre page web, on a juste perdu la petite vignette qui était là dans un coin. Au niveau disponibilité, le fait d'avoir tout découpé, ça veut dire aussi qu'on peut mettre plus de performance là où on veut. Si on a beaucoup de consultations de pages produits, on va déployer 4-5 fois le microfront qui gère qui gère des pages produits, et par contre le microfront qui gère, je sais pas, les CGU par exemple, on va en déployer 2 pour qu'il y ait pour qu'au cas où il y en ait un qui tombe, on ait le deuxième, mais on n'est pas obligé d'en déployer 10, quoi. Ça y a peu de trafic. Le déploiement est indépendant, ça c'est très intéressant par rapport à un monolithe où finalement chaque équipe fait la queue pour pouvoir faire sa mise en prod. Là, en fait, chacun est indépendant et gère du coup de la conception au développement à la mise en prod complètement indépendamment. Du coup, comme les microservices c'est une extension finalement des microservices, c'est cloud ready puisqu'en fait c'est scalable horizontalement. Donc par défaut, pas de problème à mettre ça dans un cube ou dans un autre système de cloud. On a donc une plus grande finesse aussi sur la gestion de charge. Donc ça, c'est ce que je disais par rapport à quel micro-composant est vraiment critique dans ce cas-là est fortement sollicité. On peut monter le nombre ou le laisser scaler bien sûr automatiquement avec un système comme Cube. Et pareil, certains composants, si on considère que certains composants sont plus importants que d'autres, on peut travailler notre solution pour faire que c'est pas grave si on a une petite erreur quelque part, tant pis, l'affichage n'est pas fait pour cette partie-là, mais au moins on a le reste du site qui est fonctionnel. Et enfin, il y a un avantage du coup avec tout ça sur le time to market, parce que forcément chaque équipe est indépendante, peut déployer rapidement sa fonctionnalité à la main. Donc vraiment, les développeurs ont tous les outils en main pour pouvoir sortir une feature rapidement.
Donc ouais, les inconvénients, bon là c'est l'extrême, c'est pas forcément ça, mais c'est vrai que forcément, bon, les poids de page sont un petit peu plus importants quand on commence à répliquer plusieurs frameworks JavaScript. Donc les inconvénients, c'est par exemple les dépendances CSS, JSS qui peuvent être redondantes si on a plusieurs microfronts qui finalement ont chacun un framework ou une version de framework différente, sa feuille de style. Chaque microfront doit être complètement indépendant. Si l'autre tombe, bah, il peut pas compter sur l'autre pour avoir son CSS ou son JS. Donc normalement, vraiment, chaque microfront indépendant, ça veut dire deux fois plus, enfin ça veut dire plus de CSS et de JS forcément. Au niveau coût et infrastructure, bah, on n'est pas sur la même chose là où finalement avec un gros monolithe, on tourne finalement avec un gros serveur d'application qui fournit et le front et le back, avec éventuellement des microservices, certes. Ce monolithe, bon, il y a un peu de charge, on va le scaler, on va en mettre 10 par exemple. Bah maintenant, on a 50 microfronts pour générer ce même site qui était géré par une seule application. Ces microfronts, bon, ils n'ont pas besoin d'être chacun déployé 10 fois, ou du moins pas forcément. Par contre, enfin, si on est dans un contexte de haute dispo, bah, on va au moins en déployer 2. Ça veut dire du coup sans déploiement. Bon après, bien sûr, c'est pas sizé de la même manière. On va pas mettre 8 Go de RAM, 10 CPU sur notre microfront, mais le coût est quand même plus élevé. Niveau mise en place de CI/CD, c'est pareil. Bah, forcément, là où avant on avait une CI/CD pour notre gros monolithe, bah là en fait, soit chaque équipe gère sa propre CI/CD, c'est un peu le bordel parce que du coup chacun fait un peu sa sauce et finalement, enfin il y a pas trop de communication entre les équipes, ça va pas très bien. Soit il y a l'entreprise qui met à disposition une CI/CD mais il faut quand même l'implémenter sur chacun des projets. Ensuite, il y a quelque chose qui peut être problématique aussi, c'est la gestion de plusieurs runtime, plusieurs versions de runtime JS. Bon, c'est un problème, on verra, on peut le contourner. Mais typiquement, enfin, la solution la plus simple du coup, c'est de partager le runtime. Mais dans ce cas-là, c'est un peu dommage, c'est que du coup, si on a un React version ou un Vue version 3, point 1, ça veut dire que toutes les équipes doivent développer en Vue 3.1. Et ça veut dire aussi que si on veut faire une montée de version en 3.2, il faut que tous les microfronts soient compatibles en 3.2. Et ça veut dire aussi que quand on déploie du coup ce runtime de version 3.2, bah dans ce cas-là, il faut mettre en prod en même temps tous les microfronts. Donc là, c'est le bordel. Ensuite, bah, il y a des challenges sur la communication entre les microfronts, parce que certes, ils doivent être indépendants, mais finalement, notre site web, on veut qu'il soit un petit peu interactif. Si on rajoute un produit au panier, même si le bouton ajouté au panier, c'est un microfront, là-haut, il y a un autre microfront qui est le panier, bah, on veut quand même le voir, le chiffre s'incrémenter, quoi. Euh, Ensuite, du coup, ça introduit forcément de la pluralité sur la code base. Bah là, du coup, quand on fait les choses bien, on peut aller jusqu'à bah, une équipe qui est en Vue, une équipe qui est en Angular, une équipe qui est, bon, on verra, c'est pas forcément une bonne pratique, mais on peut faire n'importe quoi. On peut utiliser n'importe quel framework, et du coup, bah, on se retrouve avec, pour un même site web, bah, des code bases qui sont très différentes. On aura un peu de tout. Ensuite, le stateless devient obligatoire. Bon, après, ça, c'est un peu la norme depuis, enfin, quand on avait des monolithes, on pouvait encore se permettre, même avec plusieurs instances d'un monolithe, de partager finalement une session en mode sticky session ou avec d'autres solutions, un cache partagé. Là, ça devient plus possible. Enfin, on n'a pas 50 applis qui vont se partager une session, quoi. Et enfin, ça c'est le plus gros inconvénient, c'est vraiment au niveau organisation. Ça change. Enfin, pour moi, le microfront n'est pas vraiment une solution à mettre en place quand on est une équipe de 3-4 développeurs qui va bosser sur un site assez simple, qui n'évolue pas trop, parce qu'au final, du coup, enfin, on va se retrouver avec 20 repos, 20 CI/CD, 20 déploiements pour 4 développeurs, et c'est un peu le bordel. Et voilà. Donc ouais, les microfronts sont bien censés être indépendants,
Par contre, on peut capitaliser sur certaines choses, notamment donc ce que j'expliquais par rapport au panier et à l'interactivité finalement de la page web. Ça peut être intéressant de mettre en place un bus événementiel. Donc typiquement, c'est un microfront qui va envoyer côté client un événement en type Fire and Forget, c'est-à-dire il envoie et ils s'en foutent qu'il consomme. Faut pas qu'un autre microfront ne fonctionne que s'il reçoit l'événement, parce que là, du coup, ils deviennent vraiment fortement couplés. Mais par contre, du coup, si quelqu'un envoie un événement et que d'autres, ça les intéresse et ça fait une plus grande réactivité pour eux, ça peut être intéressant. Deuxièmement, je disais, chacun a sa feuille de style. C'est vrai. Par contre, rien n'empêche de capitaliser sur un design system, d'avoir finalement un style de bouton pour dire action suivante. On va dire ce bouton-là, il est un peu rond, il est bleu. On va l'utiliser partout dans le site. Dès qu'on a un bouton pour dire valider, ça peut être intéressant que finalement ce style-là, pardon, soit partagé entre tous les sites et du coup téléchargé qu'une fois par le navigateur. Et enfin, on peut avoir une librairie JS commune qui permet de partager quelques fonctionnalités comme par exemple une gestion de local storage ou une gestion d'interface de classe abstraite, notamment pour les bus événementiels. Par exemple, partager l'interface, OK, un événement c'est un ID, un type et une troisième propriété, je ne sais pas laquelle. Ensuite, va se poser la question du choix entre CSR, donc client-side rendering, ou server-side rendering. Donc finalement, dans le CSR, en fait, de manière très simple, CSR, quand on travaille sur un framework JS en mode vraiment bateau, on reçoit une page web sur Internet, on a HTML, head, on a les scripts JS, on a dans le body finalement une div vide. Et finalement, en fait, c'est le JS qui va se charger et qui va commencer à ce qu'on appelle faire une itération, c'est-à-dire en gros toucher au HTML pour faire apparaître finalement des choses au fur et à mesure. Quand on est en mode CSR, c'est bien du coup, on reçoit une page HTML très simple et finalement c'est le JavaScript qui va se charger d'appeler tous les micro-fronts et ensuite d'assembler tous les bouts de HTML pour faire une page cohérente. Tandis que côté SSR, l'agrégation elle est faite côté serveur. Finalement, ce qu'on reçoit côté client, c'est assez proche du HTML final. Et finalement, on peut faire une itération par-dessus, mais ça va être des trucs très simples. Finalement, le résultat HTML va pas bouger énormément. Enfin, il y a la possibilité de faire de l'hybride, et en vrai, moi je conseille. CSR, ça marche très bien pour des applications internes, pour des applications grand public, pour les problématiques de SEO, c'est pas une bonne idée. Faut au moins faire, il y a en fait entre les deux une hydration qui serait partiellement traitée côté serveur et qui serait derrière finalisée côté client. Donc en fait, on aurait déjà un pré-rendu et la fin du rendu se terminerait côté client, mais au moins côté client, il n'y a pas cet effet clignotement de les trucs apparaissent au fur et à mesure. Du coup, on va enchaîner un petit peu sur le SSR, CSR. Donc là, c'est un petit peu ce que vient de dire Tristan, mais en schéma, on va dire. Justement, par exemple, donc on voit à gauche, c'est donc SSR Vanilla JS, SSR Lib avec jQuery, des choses comme ça. Ensuite, CSR avec SSR, donc là, c'est mode hybride. Et à la fin, CSR, c'est vraiment du pur micro-front côté front. Donc on voit que pour le SEO, comme le disait Tristan, les CSR, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vaut mieux être côté serveur pour ce côté-là. Mobile first, pareil. Quand il y a peu de pages par visite, pareil. Par contre, on voit quand on veut justement une interface utilisateur, on va dire plus poussée, on va passer plus vers du CSR. Et côté pérennité et architecture, on voit que l'architecture CSR elle est beaucoup plus aboutie que
comment dire, SSR est beaucoup plus abouti que le côté CSR où, bon, on va le voir là, dans les exemples. C'est intéressant en termes de technique, mais par contre en termes de, comment dire, en entreprise, il y a quand même moins d'intérêt, on va dire, pour le pur CSR, quoi. Malgré tout, les deux restent, comment dire, compatibles et fonctionnels ensemble, quoi. Donc ça permet de, justement d'essayer de trouver le juste milieu qui correspond aux besoins, on va dire. Donc, je vais commencer ma partie. Donc là, on va partir vers du, comment dire, du pur CSR. Donc j'ai choisi de la bibliothèque Single SPA, ou SPA, comme vous voulez. Donc Single SPA, c'est comment dire, du coup un framework qui permet de faire des microfronts JavaScript, qui est plutôt simple à utiliser. Et je vais vous montrer un petit peu avec des exemples de code que déjà dans le code, on voit comment c'est construit et ça permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quoi. Donc on va commencer par voir l'architecture, un petit peu le fonctionnement, et ensuite on passera à 3 exemples du coup que je vais vous montrer et on pourra voir un petit peu comment ça tourne. Alors, l'architecture Single SPA. Donc j'ai choisi Single SPA parce que ça représente vraiment comment les microfronts fonctionnent. Donc on a, tiens, excuse-moi, hop. Euh, donc on a 3 éléments, ça que je vais vous remontrer juste après, qui s'appelle du coup le root config, parcelle et utile. En fait, c'est les 3 types de microfronts qu'on va pouvoir faire avec Single SPA. Donc Single SPA, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est une application microfront. Donc on a on va dire un module du coup Single SPA global qui va nous permettre de, en fin de compte, de conserver, comment dire, en fait, ça va contenir tout ce qui est routing global, le chargement, par exemple, ce que parlait Tristan tout à l'heure. Si on veut charger une version de React, on va plutôt la charger dans le single SPA plutôt que dans les. Par exemple, si on a 4 applications React, on va plutôt charger le React avant pour qu'il soit du coup consommé par les microfronts. Pour pas que chaque microfront ait besoin de recharger son React, c'est React 16. Ils utilisent tous React 16, on peut le charger une seule fois et ça sera utilisé directement du coup par les microfronts. Donc là ici c'est un exemple avec des microfronts du coup de comment dire de frameworks différents, donc Angular, React, Vue, Svelte, je crois. Et donc on voit que chaque microfront, donc là on est vraiment côté front, hein, c'est-à-dire que ça sera dans le navigateur. On va voir l'application, on va voir les librairies qu'il va charger lui-même en fait, et on va avoir comment dire un moyen d'accéder du coup à des API extérieures pour pouvoir justement récupérer du contenu dans nos microfronts. Et après bon ça sera connecté, j'ai envie de dire après au back, ça peut être très large, quoi. Donc voilà un petit peu pour les 3 modèles de comment dire qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'on a un route config de départ qui va nous permettre de garder la configuration globale, des parcelles qui vont être du coup comment dire utiliser des frameworks et des microfronts utiles qui eux du coup en fait c'est juste ce ne sont pas des parcelles mais ils servent à l'organisation des microfronts ou à l'accès à des données externes, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, bon, c'est juste ça, c'est juste les lignes de commande en fait. Je vais en utiliser une juste après, c'est pour vous montrer un petit peu. Du coup, avec Single SPA, s'il y en a qui connaissent du coup React, on a les Create React App. Donc c'est pareil avec Single SPA, c'est Create Single SPA. Et là, par contre, faut définir le type de module qu'on veut faire. Donc, je vais vous montrer juste après. Voilà, par exemple, si on veut faire, comment dire, un microfront React, ça change pas beaucoup du NPX habituel Create React App, à part que là, ce sera un Create Single SPA Framework React. Donc après, ça fonctionne de la même façon avec Vue ou Angular. Donc on a, comment dire, on récupère un petit peu les outils du coup présents sur les SPA, mais du coup là utilisables dans les microfronts, quoi. Donc ça, je vais tenter de la faire en live, on va dire. J'ai la version déjà faite à côté, si jamais ça fonctionne pas. Alors, hop, on va essayer de pas spoiler la suite.
Donc normalement, je suis juste censé prendre ça. Si ça marche, je suis content. Voilà. Donc du coup, là, il nous demande où est-ce qu'on veut l'installer. Bon, ça tombe bien, je me suis mis dans démo test, donc je peux rester là-dedans. Donc, il nous demande sur quel package manager on veut utiliser. On va rester sur npm. TypeScript, on va dire non. Allez. Donc ça, vous pouvez mettre oui ou non. Après, et le layout engine, du coup, là, je vais le mettre. On va voir après ce que c'est. Organisation. Bon, allez, on va mettre AperOps. Ça me paraît bien. Ok, j'ai cru qu'il avait déjà fini. Donc c'est là où je panique un petit peu parce que l'installation, je ne sais pas si elle va se dérouler comme il faut. Ça a l'air de fonctionner quand même. Ça télécharge, ouais. Ça charge, quoi. Donc, est-ce qu'on peut déjà aller voir ce qu'il y a là-dedans? Alors le layout justement, je vais voir s'il est chargé. Ah bah voilà, c'est bon, il est déjà chargé. Donc on va voir, c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu les fichiers qu'il y a dedans. C'est pas des choses trop complexes, hein. En fait, quand on crée un micro-front, donc avec single SPA, là j'ai créé le root config. En fait, dedans, du coup, je vais avoir ce que je vous parlais tout à l'heure, une sorte de routeur, on va dire, principal, qui va permettre du coup en fait, de router l'appli globale vers les différentes sous-applications, on va dire. Pour cela, du coup, il faut déjà les charger. Et du coup, bah, ici, dans le micro front-end layout, du coup, on va charger les différentes applications. Donc ici, on voit que je charge une application qui s'appelle single SPA/welcome. Donc en général, on a arrobase le nom de l'organisation, quoi, et slash le nom comment dire, de l'application en elle-même. Hop, ça non, c'est bon, c'était lequel? Donc là, je reviens sur mon index de la page, et là, on voit que du coup, de où je charge ce single SPA welcome, c'est pas ici. Donc ça, c'est le single SPA root config, en fait. Et on a le single SPA welcome qui est ici. Et là, du coup, maintenant, j'ai mon AperOps root config. Donc, on va essayer de lancer ça pour voir ce que ça donne en visuel. Alors, c'est lequel? C'est Run Start, je crois. Il est déjà en cours d'utilisation. Ouais. Bon, il était déjà là. Bon, on va dire que c'est celui que je viens de lancer. Donc, voilà quand je démarre mon single SPA. Hop, on va pas spoil ici. Si, ça spoil quand même, c'est pas grave. Donc là, en fait, j'ai un micro-front qui s'appelle Welcome Single SPA. Donc en fait, il s'est chargé directement dans ma page. Bon là, il est tout seul, donc en fait, on voit pas la différence avec l'application globale. Mais j'ai un petit plugin ici. Enfin, ouais, c'est un plugin. En fait, j'ai un Single SPA Inspector qui va me permettre de voir en fait ce que j'ai comme micro-front en fait de charger dans ma page. Et comme je vous disais tout à l'heure, ou peut-être j'ai pas encore dit ça, mais les microfronts, en fait, on peut les charger et les décharger très facilement en fait de la page. C'est ce qui va permettre, par exemple, de faire comment dire, du A/B testing. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un microfront version A, le changer par rapport aux utilisateurs ou une heure de la journée ou peu importe. On va pouvoir switcher des microfronts sans que l'utilisateur, entre guillemets, s'en rende compte quasiment, quoi. Du coup là, très bon exemple, c'est-à-dire que là, juste je fais un clic, je le monte et je le démonte. Donc on voit qu'il est chargé ou déchargé.
Donc voilà un petit peu pour ça, c'est le premier exemple du coup pour vous montrer un petit peu ce que c'est que les microfronts avec single SPA. Hop. Donc on a une, comment dire, on a une certaine facilité du coup à installer et on a un certain avantage aussi pour bah, en gros tous les développeurs React, Vue, développeurs front habituels. C'est-à-dire que pour développer sur, enfin travailler sur du microfront, moi je suis développeur du coup React et Vue à la base, il n'y a pas de vraiment de nouvelles choses à apprendre en fait, quoi. On continue de dev et c'est plus, j'ai envie de dire, côté DevOps et organisation où il y a vraiment un gros travail. C'est pour ça que ça garde, comment dire, ça garde ou ça permet d'organiser des, comment dire, des équipes qui sont par rapport, comment dire, par rapport à leurs compétences sur tel ou tel microfront en fait. Ça permet de découper plus facilement, quoi. Du coup, je vais repasser en mode présentation ou on va peut-être passer directement après. Alors, deuxième exemple, celui-là normalement il est en ligne. Euh, je l'avais déjà chargé aussi. Alors, du coup, admin 1, 2, 3, 4, 5. Donc cet exemple-là, c'est un exemple en fait d'authentification du coup. Euh, donc là, on va avoir une authentification et comment dire, on va avoir un système de microfront avec trois microfronts différents. Du coup, un en React, un en Vue et un en Angular. Du coup, là, c'est pour vous montrer justement comment bah, trois applications de frameworks différents peuvent coexister sur la même page. Alors, j'ai entendu dans la salle, niveau sécurité, c'est pas ça. Et je crois que Google va me le dire aussi. Il me l'a dit la première fois. Voilà. Il a compris que le mot de passe n'était pas très sécurisé. Mais bon, c'est une démo, hein. Ça va aller. Donc là, on arrive du coup sur notre microfront. Euh, on a notre page d'accueil. On a notre petite appli Angular. Bon, c'est des applis très simples, hein. La seule chose qui a été faite, c'est de mettre comment dire, euh, un petit changement ici, ce qui nous permet en fait de changer d'URL et de voir que le routing, comme ça permet de voir que le routing interne des applications, lui, se fait bien, quoi. C'est-à-dire que là, je suis dans l'Angular, l'Angular app, je vais dans Angular detail, hop, pour Vue, ça va être pareil, et pour React, ça va être pareil. Et je reviens sur mon home. Et ça, si on regarde du coup avec l'inspecteur, hop, donc là, on voit que tous nos microfronts sont déjà chargés au départ. Je recharge même la page. Hop. Mais ils sont pas démarrés, on va dire, quoi. Ils sont pas chargés dans la page, quoi. Et là, on voit que si je passe, donc là, je suis sur la home, donc on voit bien que la home est chargée et le layout. Donc le layout, c'est juste le conteneur, on va dire. Hop, dès que je vais changer, la home s'est déchargée, enfin, elle est plus montée, et c'est Angular qui s'est chargé. Je vais sur Vue, hop. Voilà. Donc on voit qu'en temps réel, du coup, les modules microfront se chargent, un peu comme des composants en fait. À part que là, c'est des applications complètes, quoi. Donc on voit bien que peu importe comment dire les technologies utilisées derrière en termes de framework, pour les comment dire à partir du moment où on gère des microfronts, c'est pas vraiment une difficulté que ce soit un microfront React ou Vue. C'est plus après les développeurs qui amènent comment dire, des complexités dans leurs applications, mais pas dans l'organisation globale. C'est pour ça que ça pouvait peut-être faire un petit peu peur en termes d'organisation au départ. L'organisation, une fois qu'elle est mise en place, au contraire, comment dire, c'est pour longtemps, on va dire, quoi, une fois que c'est organisé. Après, les développeurs, au contraire, ils vont avoir plus de liberté et être plus sur, comment dire, sur leur framework, j'ai envie de dire, favori, s'ils peuvent, quoi.
Donc voilà pour le deuxième exemple. Et on va arriver au troisième exemple. Bah ça, c'est un petit peu l'architecture là que je viens de vous présenter avec l'exemple. C'est-à-dire qu'on a un conteneur léger, donc avec single SPO, c'est le root config, qui va contenir du coup trois applications, du coup React, Angular et Vue, qui elles après, bon, bah, peuvent communiquer. Là, dans l'exemple, elles sont pas, comment dire, j'ai envie de dire, elles vont jusqu'ici, quoi. Elles affichent juste quelques éléments, quoi. Mais bien sûr, dans des vraies applications, bon, on va avoir les connexions derrière qui vont bien. Donc, on va passer au dernier exemple. Donc, celui-là, j'espère qu'il y a des fans de Star Wars. Sinon, je ne fais pas l'exemple. Non. Si, c'est bon, il y en a. Donc, cet exemple-là, en fait, c'est un exemple qui va permettre. Donc, on va avoir deux micro-fronts, cette fois-ci dans la page, et on va avoir un micro-front de type utile. En fait, ce micro-front-là, il va juste nous servir à, du coup, se connecter à une API où il y a des informations sur Star Wars, des personnages, des lieux. Et comment dire, elle va être cette utile du coup, il va être partagé par les deux autres microfronts qui vont pouvoir s'en servir du coup pour accéder à des données extérieures. Donc c'est pour ça que je vous ai mis l'import map du coup de ce projet-là. Ici, on voit qu'on a du coup le config, en fait c'est le root config. On a une navbar, on va avoir people et planètes, du coup c'est personnages et planètes de Star Wars. Et celui auquel on va s'intéresser, c'est celui-ci, c'est le fetch with cache, qui lui en fait est un microfront du coup de type utile, qui en fait, bah, du coup, ça porte plutôt bien son nom, et utile du coup aux autres microfronts. Donc, il faut savoir que les microfronts de type utile, par exemple, tout à l'heure, Tristan, quand il a parlé comment dire, des styles, on peut les charger comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire un microfront utile qui va permettre de contenir le design system des applications. Et ensuite, les microfronts, eux, bah, du coup, iront charger le design system bah, dès qu'ils en ont besoin, mais chaque microfront pourra aller charger le même un design system commun, en fait. Donc, on a bien vu que ça avait chargé. Je vous fais pas l'exemple avec Planète parce que ça fonctionne pas comme il faut. Je vais plutôt vous montrer le code. Hop, déjà, on va regarder un petit peu les microfronts. Arrive là-bas. Voilà, donc là, comme tout à l'heure, si je switch de page, donc là, je suis sur planète. Donc j'ai quand même mes planètes, hein, mais je crois que l'API, elle est plus connectée derrière, du coup, il arrive pas à les retrouver, quoi. Le switch se fait bien ici. On voit que ça charge, ça décharge d'un autre côté. Donc ça, c'est intéressant quand même à savoir, parce que en termes de performance, s'il y en a qui se demandaient bah, ce que ça peut prendre en mémoire dans le navigateur ou des choses comme ça, le fait de pouvoir les charger, les décharger, c'est comme quand vous utilisez du React ou du Vue et bah, vous chargez les composants, vous les déchargez, quoi. C'est exactement le principe. Faut vous dire que un microfront, c'est un méga gros composant, quoi, on va dire. Mais dans l'idée, c'est le même principe, quoi. Donc là, on a bien, comment dire, nos appels à une API externe. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble dans le code. Donc, Sur le cache, voilà. voilà, fetch with cache. Alors, j'ai essayé quand même de vous montrer. Voilà, le microfront du coup fetch with cache là. J'ai deux fichiers en fait, en gros, quoi. Et principalement, c'est celui-ci, qui va juste en fait utiliser Axios pour aller chercher les informations du coup sur Star Wars API.co.api. Et comment dire, en fait, il va le stocker dans un tableau et pour pouvoir le garder en cache et pouvoir le renvoyer. Et en fait, ce genre de, on va dire, de programme, je vais pas dire simple parce que c'est pas si simple que ça, mais de petits bouts de programme qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités du coup à tous vos microfronts. C'est très facilement du coup faisable en faisant un microfront utile qui va être du coup directement accessible par les autres microfronts qui sont à côté en fait. Donc ça c'est un exemple, mais comment dire, bah, vous pouvez avoir tout type de service, bah, justement en général les appels au bac ou des choses comme ça, où vous allez pouvoir mettre dans des microfronts utiles et pouvoir accéder assez facilement.
Donc niveau architecture, on va dire, en tout cas pour du prototypage et tout, même côté client, c'est plutôt simple à utiliser, même si côté entreprise, c'est pas vraiment comment dire, la priorité de travailler sur le comment dire, sur les facilités côté front. Donc on va repasser côté SSR avec Tristan. On met les diapos. Il va nous expliquer pourquoi on fait du SSR. Ouais, donc bah, moi par contre je vais pas vous faire de démo, bah, déjà parce que je connais pas de solution SSR dans le marché, mais en fait je vais plutôt finalement vous faire une description déjà de pourquoi on pourrait faire du SSR, quels sont les différents composants qu'on aurait besoin pour faire une architecture de ce type-là, et enfin vous présenter un exemple d'architecture SSR qui est sur le produit sur lequel je travaille côté Laura Merlin, Kobe. Alors déjà, pourquoi faire du SSR? Donc principalement non. Une des causes c'est le SEO. Typiquement, bah, les crawlers, ils aiment pas tous le JavaScript. Enfin, quand ils reçoivent une page vide et qu'en fait c'est le JavaScript qui crée tout le contenu, bah, c'est pas terrible pour un référencement. Et ça a aussi des impacts sur donc le FCP, c'est euh, First Contentful Paint. Merci Ludo. Et le CLS qui est le Layout Shift, et j'ai oublié aussi Content Layout Shift. Donc le First Contentful Paint, finalement, c'est quand est-ce que dans ma page j'ai entre guillemets l'essentiel de charger, les éléments importants finalement. Et le Content Layout Shift, c'est combien de fois ma page va changer de forme en fait. Typiquement, le Content Layout Shift est très mauvais quand on charge une page vide et que le JS va impacter énormément. Par contre, si on charge une page sur laquelle le HTML est fixe, mais qu'on ne fait que rajouter finalement des scripts JS qui vont améliorer l'interactivité, dans ce cas, il est quasiment nul. Le gros point fort aussi côté SSR, c'est l'affichage de la première page. Parce que pour pour un site e-commerce, en général, un client arrive, la page elle met 2 secondes à charger, limite il va voir ailleurs. Enfin, c'est vraiment la première impression qu'on donne est super importante. Quand on est sur un gros framework JavaScript en CSR, bah, faut télécharger toutes les librairies du runtime, faut télécharger tous les scripts, faut télécharger le HTML, et après, il faut que le navigateur galère un petit peu à rendre finalement ce HTML. Donc ça va prendre un peu de temps. Après, par contre, l'avantage, c'est que derrière, quand on navigue sur le site, sur certains sites, typiquement des single page applications, une fois qu'on a chargé tout ça, par contre, bah, c'est très rapide, on clique, on limite, on n'a même pas besoin d'appeler le serveur. Et enfin, un avantage aussi, c'est que du coup, bah, forcément, on est moins dépendant des performances du navigateur de l'utilisateur, vu que finalement, le travail a été fait en avenant côté serveur. Du coup, quels sont finalement les challenges qu'on va rencontrer dans une architecture de ce type-là, et quels sont les composants indispensables? Déjà, on va avoir besoin d'un agrégateur d'UI pour finalement tous ces micro-fronts qui sont tous indépendants, bah, faut bien qu'ils fassent un tout cohérent à un moment donné. Ensuite, il va falloir un outil de système de service discovery. Finalement, notre agrégateur, ok, il doit appeler des micro-fronts, mais faut bien qu'il y ait une brique centrale qui soit au courant finalement de quelles sont les adresses web à contacter pour choper les micro-fronts. Et enfin, bah, il y a un challenge donc, qui n'est pas limité au SSR, qui sont les performances web et la disponibilité. Donc l'agrégateur d'UI, j'en ai déjà parlé rapidement, donc c'est bien celui qui va organiser l'UI complète finalement en transformant toutes ces bouts de HTML en un tout cohérent. C'est lui qui est du coup au courant du format de la page.
finalement un modèle de page. Typiquement, tiens, je suis sur un modèle de page produit. Ok, là-haut j'ai mon header, ensuite j'ai mon image, ensuite j'ai une description, j'ai mes avis, etc., etc., un footer à la fin. Et c'est aussi ce composant-là qui, du coup, qui est en frontal et du coup qui doit résoudre les URL. Donc c'est lui qui doit traiter tout ce qui est problématique SEO, ou en tout cas orchestrer le sujet. Il peut déléguer à un autre composant. Donc le service Discovery, c'est pareil, j'en ai parlé très vite fait, mais en fait c'est un simple annuaire de microfront. On peut avoir une application très bête qui tournerait un Spring Boot avec un fichier YAML où on a déclaré en dur, finalement, tiens, mon microfront header, il est tel IP, tel port, mon microfront d'ajout panier, il est à tel IP, tel port. Par contre, c'est pas vraiment, pour un exemple comme ça, pour s'amuser, pourquoi pas. Après, en pratique, nos applications, elles sont pas sur des adresses fixes. Elles sont aussi scalées horizontalement. Et par exemple, si on utilise un outil comme Kubernetes, en fait, dès que Kubernetes scale les applications, il y a des nouvelles IP qui arrivent, etc. Donc maintenir un fichier à la main, c'est pas vraiment possible. Le service Discovery peut gérer le scaling horizontal, et surtout, c'est rare. En vrai, par contre, du load balancer, pourquoi pas. En général, c'est très simple, c'est du run robin, ou ça va pas très très loin, dans des solutions comme Consul ou Eureka. Mais si on est dans le cas d'un cluster Kubernetes, c'est un des avantages de Kube, donc c'est pas vraiment la peine de s'en occuper. Donc les problématiques de WebPerf, en fait, du coup, un élément assez simple pour répondre aux problématiques, ça peut être de rajouter du cache. Par contre, le cache, c'est pas si facile que ça, parce que finalement, déjà, on est sur un système distribué, scalé horizontalement. Du coup, ça veut dire qu'on ne va pas forcément on va pas forcément appeler le même serveur à chaque fois. Donc, si on commence à avoir un cache qui est décalé entre les instances, ça va pas. Du coup, à la rigueur, cache partagé, pourquoi pas. Mais maintenant, ce cache partagé, on va dire, ok, il est valide de 12 heures. Mais maintenant, si j'ai, par exemple, mon stock en cache, ça va pas finalement, parce que on va devoir appeler le microfront qui rend l'endroit où il y a le cache. Il aura des infos qui datent de 12 heures, c'est plus valable, quoi. Une des solutions pour le cache, et ce qu'on a mis en place à Leroy Merlin, c'est finalement d'avoir un cache immutable, mais qui serait event-driven. En fait, on se base vu qu'on est sur un MongoDB qui permet facilement de se plugger aux événements CDC. On peut finalement avoir l'info au niveau de chacun des microfronts, écouter les changements en base de données pour pouvoir invalider le cache instantanément. Et ça permet du coup d'avoir des temps de réponse très rapides, puisque le cache est toujours présent, il est immutable. Et pour autant, on garde la fraîcheur des données, puisque dès que la donnée a changé, on évite du cache et on a l'info fraîche. On a même été un petit peu plus loin que ça, parce qu'en fait, on est du coup sur de la programmation réactive avec Spring Webflow. Et en fait, on a fait une solution pour que on est sur des appels du style, je sais pas, on peut avoir une page qui est appelée 10 fois par seconde. Le cache, c'est bien, mais si au final, du coup, les 10 appels arrivent et qu'on doit faire les 10 appels, parce que de toute façon, ils sont arrivés, on n'a pas encore chargé de cache, ça peut être intéressant que finalement, le temps que le premier appel arrive et qu'il ait là sa réponse, les autres appels qui arrivent entre-temps aient finalement le même retour que que le premier appel a fait. Du coup, en fait, on a un cache concurrentiel où, quand le premier appel part, on sauvegarde finalement cet appel qui est en cours, et les appels suivants vont finalement récupérer le résultat de la première requête en même temps. Ensuite, on a le choix. On peut appeler les microfronts en parallèle ou en séquentiel.
Bon, en séquentiel, ça serait pas très malin, mais pourquoi pas, hein. Mais du coup, c'est plus intéressant et c'est très facile aussi avec du coup de la programmation réactive, pardon, de lancer tous les appels et finalement, dès qu'on a notre header qui a répondu en premier, on va enchaîner sur du streaming. Et du coup, dès que notre header a répondu, on va pouvoir commencer à streamer le HTML du header, enchaîner ensuite sur le microfront qui est le suivant, etc. On est quand même obligé d'attendre. On est quand même obligé d'attendre que en fait, on est obligé d'attendre que tous les microfronts qui sont obligatoires sur la page aient bien répondu pour pouvoir commencer à streamer, parce que sinon, on ne peut envoyer le code HTTP 200 qu'une seule fois. On ne peut pas dire c'est 200, ah bah merde, j'ai eu un problème dans mon streaming. Du coup, bah non, en fait, il faut passer la page en erreur, c'est pas possible. Donc on attend d'être sûr du résultat et après on commence à streamer. Enfin, il y a plusieurs options pour la gestion des statiques. Donc le défaut, c'est de mettre les scripts dans la partie aide du HTML. Du coup, quand ça arrive côté navigateur, le navigateur lit dans l'ordre, hein, donc il va télécharger tous les scripts JS avant de passer à la suite. Du coup, c'est bloquant, c'est un peu gênant. Pour ça, on a plusieurs autres solutions. Il y a le serveur push qui était une solution qui est maintenant un peu dépréciée. Donc, où c'est finalement le serveur qui va dire tiens, je sais que tu as besoin de tel CSS et JS, je te les envoie. Donc c'est vraiment, ça part du serveur vers le navigateur, à l'inverse de finalement des pages HTTP ou des pages HTML où on demande et le serveur fournit. On a les e-loading. Donc là, par contre, les e-loading, c'est quand même un cas à part. C'est que du coup, si on a vraiment besoin de ce script pour afficher la page, ça va entraîner. Finalement, on va télécharger la page et d'un coup, on va télécharger le script et il va toucher à la page et elle va bouger. Donc, il faut savoir comment l'utiliser. Il faut l'utiliser typiquement sur des éléments qui ne seraient pas dans le viewpoint. Ensuite, on a aussi, là, c'est la solution la plus récente qui vient d'arriver, où finalement le serveur, avant de répondre à 200, il va répondre à un code, je crois que c'est le 103, qui signifie un early int. En fait, le serveur, il sait que tu cherches cette page-là. Du coup, il va te dire, tiens, vu que tu cherches cette page-là, je sais que de toute façon, tu as besoin du common CSS et du common JS. Et il va les envoyer avant même qu'on ait finalement appelé le microfront, etc. Au niveau de disponibilité, donc faut faire attention, c'est que du coup, certes, on est plus résilient, on a une meilleure dispo. Par contre, quand on segmente son application, il faut faire attention. Enfin, si on a 25 fragments dans la page, s'ils sont tous obligatoires, du coup, c'est même pas la plus petite dispo qui va représenter la dispo totale, c'est vraiment une dispo puissance 25. Donc là, il y a un petit exemple, mais du coup, on passe de 99,99 à 99,75 si on prend tous les fragments en obligatoire. Par contre, si maintenant on en a que 3 d'obligatoires et que le reste c'est finalement soit en bas de page, soit des contenus qui sont pas forcément obligatoires, là on retombe à une très bonne dispo. Là, ça c'est un exemple d'architecture. On a du coup les microfronts qui, au démarrage, vont aller s'enregistrer sur notre service registry, sur notre service discovery, pardon, qui est registry. Du coup, il connaît bien les adresses web des services. En parallèle de ça, les développeurs et le métier peuvent aller sur une application qui est uniquement exposée en interne, qui va permettre de designer des pages, de faire des modèles de pages. Ces modèles de pages vont être sauvegardés dans une API REST qu'on appelle Shaper, donc avec sa propre BDD. Et du coup, quand un utilisateur va arriver pour consulter le site, donc on passe par un CDN, comme toujours, on arrive sur notre application frontale, qui est notre agrégateur d'UI, donc qui s'appuie sur le Shaper.
qui est le Gluer. Donc là, c'est une application Vertix qui est responsable du coup de contacter tout le microfront. Enfin, pardon. D'abord, on va résoudre l'URL. On va du coup identifier un modèle de page en appelant le shaper. Une fois qu'il a identifié le modèle de page, il sait quels microfronts sont présents sur la page, et donc il va les contacter, commencer à former la page générale, et commencer à streamer le résultat pour l'utilisateur. Et on est bon. Je ne sais pas si vous avez des questions. Niveau éco-index, je j'ai pas trop entendu de choses. C'est plus niveau finalement. En vrai, du coup, bon, on dit Green IT. En vrai, c'est FinOps. Du coup, c'est juste réduire les coûts finalement. Bon, les deux vont ensemble, hein, du coup, mais non, au niveau poids de page, j'ai pas entendu spécialement enfin, qu'il y avait quelque chose de fait en ce sens-là. Par contre, la web perf, ça veut dire charger plus vite ta page, ça veut dire moins de JS, et ça, c'est monitoré aussi quand même. Donc pas pour l'environnement forcément, mais en tout cas pour la web perf, il y a quand même des efforts qui sont faits sur le poids de page, et aussi, comme l'avait montré Adam à un moment, le choix des frameworks. Typiquement, quand on est sur une page produit, on n'a pas des gros frameworks, enfin même Svelte, c'est pas énorme, mais je veux dire, c'est déjà plus gros que du JS basique, quoi. Et du coup, ce qui a été préféré sur 95% des pages, c'est du Vanilla JS. Et du coup, bon, bah ouais, t'as besoin d'un peu de JS quand même, sinon ta page elle est pas très réactive. Mais c'est, enfin voilà, ça reste assez bas par rapport à genre une SPA, quoi. Et si par contre il y a aussi un progrès prévu, c'est le lazy loading. On vient seulement, enfin, c'est pas encore totalement terminé, mais ça va pouvoir permettre aussi de réduire un peu finalement l'empreinte des pages. C'est que typiquement, bah, ton utilisateur il a pas scrollé ou il a pas cliqué sur le bouton. Euh, Ça sert à rien de charger le JS et éventuellement même le HTML du composant, quoi. Et du coup de ne pas appeler les microfronts qui sont derrière, etc., etc., quoi. Moi, je bosse du coup plus sur la solution en elle-même plutôt que sur des microfronts. Mais de manière générale, enfin, je sais qu'ils ont un event bus pour les événements. Je sais qu'il y a eu aussi des problématiques. Enfin, du coup, si c'est deux équipes qui travaillent sur deux produits différents, qui ont besoin entre guillemets de se partager l'info, bon, faut qu'ils fassent un effort et qu'ils se mettent ensemble pour faire le truc. Et c'est des fois malheureusement compliqué, mais sinon, de manière générale, euh, enfin, quand tout est bien organisé, ça se passe bien. Le problème, c'est justement ça, c'est l'organisation, quoi. Et vraiment, ouais, donc, je parle de l'organisation sur ce genre d'infrastructure-là. Enfin, faut clairement que les développeurs aient 100% la main depuis leur poste de dev jusqu'à la prod. Sinon, tout est gain en time to market, en temps de développement, etc. Si à chaque fois il faut passer par une case autorisation, etc., ça va pas, enfin tu perds tout, quoi. Là, c'est vraiment l'intérêt, c'est de laisser ton vertical, genre ton équipe panier, mettre 100% de son microfront depuis la conception jusqu'au déploiement et le monitoring.